continuer un petit peu la discussion, on a commencé à effleurer plein de questions. Dans le chat, ça a commencé à discuter. Est-ce qu'il faut faire le 18 ou pas ? À quoi ça va ressembler ? Comment faire pour que le 18 ressemble à quelque chose d'autre ? Des discussions aussi stratégiques que dans Frustration que vous avez abordées dans plusieurs articles. Mais qui est la question à la fois de la situation dans le pays qui s'ouvre avec cette crise politique, voire cette crise de régime, et en même temps la question de qu'est-ce que ça implique comme tâche, comme problème, comme défi pour le mouvement auquel on s'affronte. Et donc oui, je parlais de Sébastien Lecornu, une situation quand même politique qui a évolué pendant la journée. Hier soir, de manière express, on a quand même changé de Premier ministre. Et il se trouve que Rob, t'as passé ta nuit à écrire un portrait du nouveau Premier ministre. Donc peut-être pour commencer, oui, voilà. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui est ce Sébastien Lecornu qui devient Premier ministre maintenant, peut-être pour pas très longtemps, on espère. Ouais. mais voilà. Ouais, effectivement, Le Dormeur, j'ai écrit un article qui s'appelle « Qui est Sébastien Lecornu, le nouveau pantin fade de Macron ?» Et en fait, on s'est même demandé si on devait traiter ce sujet, parce que pour nous, on trouve que c'est vraiment pas du tout intéressant. Et en plus, lui est particulièrement pas intéressant. Mais en fait, on s'est dit que... c'est quand même très énervant et que du coup, de ce point de vue-là, c'était quand même intéressant de le dire. Et puis ça clôture un peu au moins, il nous a épargné, Macron, le débat, les semaines, le faux suspense, les socialistes en train de quémander machin. Au moins, là, je veux dire, c'était par ailleurs quelqu'un qui était déjà dans toutes les shortlists des premiers ministres précédents. En fait, quand il fait son rendez-vous, parce qu'il a fait ça avec Jordan Bardella et Le Pen, c'est en avril 2025, déjà en prévision de quand il va devenir Premier ministre, pour essayer de voir si... peut s'accorder pour pas être censuré. Donc comme disait Gaëtan, c'est quelqu'un qui vient du ministère des Armées, donc de la sphère militaire depuis longtemps en fait. Lui, il est ministre des Armées depuis 2022. En fait, depuis qu'il est adolescent, il hésitait entre devenir curé ou militaire. Ensuite, il est devenu officier de réserve à la gendarmerie, où il dirigeait notamment Alexandre Benalla. Donc vous vous rappelez, le type qui s'était déguisé en policier pour taper des manifestants, donc il dit le plus grand bien d'Alexandre Benalla. Il a formé Benalla, quoi. Alors. Absolument, ouais. Et il raconte des histoires, il a sauvé la vie, machin, c'est un frère et tout. Bref. Et sinon, bon, c'était quelqu'un de voilà, LR très classique, qui vient d'une petite ville, milieu lycée catho, etc. Voilà, assez homophobe. Il avait tenu des propos quand même assez explicites en 2012, au moment du mariage pour tous, où il avait dit que lui, il était opposé au mariage pour tous, qu'il exécrait autant le communautarisme gay que l'homophobie, qui s'opposait au mariage pour tous, à la PMA, il rappelait qu'une famille, c'est le socle de la société, c'est la famille, une famille, c'est un homme, une femme, voilà, donc la classique, cette droite-là. Donc on est toujours dans Le Monde trouvait que ce type-là était un symbole de la droitisation du quinquennat. Bon, ça fait quand même 10 ans que ça se droitise, donc je pense que maintenant c'est achevé, mais c'est pas faux. C'est-à-dire que en fait, il est moins connu, mais c'est quand même une sorte de Darmanin-Retailleau. Il fait d'ailleurs partie de la même bande que Darmanin, Édouard Philippe, etc. Ils étaient copains dans un restaurant du 7e arrondissement, où Le Monde nous dit qu'il faisait parce qu'ils disent qu'il est drôle, donc en fait les blagues c'est sur les personnes handicapées, les féministes et les écolos, donc en buvant des grosses bières avec Darmanin dont il était témoin de mariage et quand même. Ah oui, d'accord. Ils militaient tous les deux au Jeune Pop. Et voilà, donc et aussi Édouard Philippe et bien sûr Bruno Le Maire. En fait, c'est comme ça qu'il a chopé en fait la direction du département de l'Eure. En fait, le maire a évincé un autre gars et c'est lui qui a pris sa place. Et à ce moment-là, ça c'est assez intéressant par contre sur ce qui nous attend, parce qu'on peut dire que la démission de Bayrou c'était quand même un peu ça aggloméré plein de choses, mais il y avait quand même la question de l'austérité. Et lui, c'est quelqu'un qui la porte depuis toujours. C'est-à-dire tout le temps, il dit qu'il faut grappiller partout, etc. Donc dans le département de l'Eure, c'est ce qu'il faisait. Donc il faisait fermer des collèges d'éducation prioritaire. Et il était connu pour sa chasse aux allocataires du RSA. De deux manières, à la fois des politiques de surveillance démentielle pour essayer de choper quelques fraudeurs par-ci par-là, et aussi en refusant, ce qui pose même des questions de légalité, l'augmentation de 2% du RSA qui avait été décidée au moment des gouvernements de Hollande. Et ça, il avait décidé de ne pas l'appliquer dans son département.
Voilà, donc il grappillait sur ces petits trucs-là. Toutes les allocs pour les... pardon, pas les allocs, les subventions pour les assos se sont fait détruire. Alors même que, en fait, quand il a été au ministère des Armées, il a promis plusieurs centaines de milliards, j'ai peur de dire de me tromper dans le chiffre, mais c'est autour de 400 milliards, il me semble, entre maintenant et 2030. Donc 413 milliards, ouais. Exactement. LPM, donc c'est quasiment plus un doublement du budget annuel pour l'armée. Ça passe aussi par plein d'exportations d'armes qu'il a corroborées, notamment pour les plus problématiques en ce moment, c'est-à-dire envers Israël, donc notamment un certain nombre de composants qui servent à des fusils mitrailleurs, des choses comme ça. Avant ça, donc, il est passé par le ministère de la Transition écologique, il était secrétaire d'État sous Nicolas Hulot, puis très rapidement sous François de Rugy. Donc les deux sont démissionnés pour des raisons peu glorieuses l'un et l'autre. Et là, il était en charge, donc il était évidemment pro-nucléaire, donc il était en charge de l'ouverture d'une nouvelle centrale et d'un centre d'enfouissement de déchets nucléaires. Chaque fois, donc, il y a eu des protestations. Chaque fois, il a participé à la répression. Il a participé aussi à l'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où il y avait eu une trentaine de blessés, etc. Il est aussi surnommé le Monsieur Chasse de Macron, donc c'est quand même très proche du lobby des chasseurs, qui en fait, pas quelque chose dont on parle beaucoup, mais qui est un lobby très fort dans la Macronie depuis le début. Donc il a démocratisé l'acquisition du permis de chasse, il a fait baisser son coût. Ensuite, donc, il est passé au ministère des collectivités territoriales, où là, il n'y a rien de très intéressant. Et après, il est passé au ministère des Outre-mer. Ouais. Donc, c'était la première fois depuis 2009, depuis Gigot, que la personne qui était le ministre des Outre-mer n'était pas quelqu'un originaire des Outre-mer, ce qui avait déjà légitimement pas mal choqué. Et là, il y a eu tout le mouvement en Guadeloupe, qui était un gros soulèvement, qui partait de la question d'obligation vaccinale pour les soignants et les pompiers, mais qui clairement avait d'autres dimensions, parce que c'est une région très pauvre de France, la Guadeloupe, avec des gros problèmes sociaux, énormément de chômage, notamment chez les jeunes, un taux de pauvreté autour de 30%, enfin énorme, je préfère pas dire de chiffres, mais en chiffres à 2 chiffres. Et là, ça avait choqué même tout le monde, y compris dans la majorité. C'est-à-dire qu'en fait, pendant qu'il y avait toutes ces émeutes, etc., en fait, il n'y allait pas. Il disait, moi, je gère le truc à Paris, etc. Et en fait, on a découvert que ce qu'il faisait à ce moment-là, c'était préparer la campagne de 2022 de Macron et de faire une espèce de tribune d'élus locaux pour le JDD. Et il a envoyé le RAID et le GIGN. Exactement. Sur les manifestants. Ouais. Et pendant en plus que du coup il prenait toutes ces mesures, enfin un couvre-feu, il y avait des mesures extrêmement autoritaires donc, qui étaient prises en Guadeloupe à ce moment-là et aussi en Nouvelle-Calédonie, des couvre-feux, etc. Lui donc a été chopé à 2 reprises en train de se bourrer la gueule en fait, sans masque avec ses collègues. Une fois une soirée rhum dans le ministère, une autre fois un apéro en Nouvelle-Calédonie. Donc pareil, ça montrait une espèce de légèreté sur ça et un rapport, on peut dire... néocolonial, au bas mot. Et après, du coup, il est rentré au ministère des Armées. Et là, ça rejoint ce qu'on s'est dit, où là, il a fait ses dîners, son dîner avec l'extrême droite. Voilà ce que moi, j'ai trouvé sur le corps. Bon, c'est... On les met pas de base. C'est encore pire que ce qu'on pouvait imaginer. Cela dit... Et il n'a pas dit tout ce qu'il y a sur la fiche Wikipédia de Sébastien Lecornu. Ça, c'est pas écrit sur Wikipédia. C'est la fiche spéciale, quoi. Du gauchiste. Mais c'est intéressant. Peut-être le petit espoir qu'on peut avoir, c'est que c'est possible que sa carrière soit interrompue prématurément, parce que, évidemment, c'est une nomination qui ne résout pas... à elle seule tous les problèmes de la crise politique. Là, on a déjà vu que le PS est en train de mettre la pression pour la non-censure, y compris l'aile droite, en parlant de la taxe Zuckman et de la nécessité d'avoir d'autres mesures, que la droite se divise sur la question de savoir est-ce qu'il faut une nouvelle présidentielle, de nouvelles législatives, ou est-ce qu'il faut continuer à soutenir le gouvernement, que l'extrême droite est un peu plus soft, parce qu'ils aiment bien, une fois qu'ils ont fait tomber un gouvernement, jouer la responsabilité un peu temporairement pour envoyer des signaux au MEDEF, qui a un petit peu grondé Bardella quand même sur l'instabilité quand il est allé les rencontrer. Mais oui, peut-être j'avais envie de vous entendre un petit peu tous les trois sur
Qu'est-ce que ça dit, cette nomination ultra rapide, cette nomination tout court, c'est-à-dire le choix d'un fidèle parmi les fidèles, etc. Qu'est-ce que ça dit du pouvoir, à quelle stratégie ça correspond et comment vous pensez que ça va être reçu et est-ce que ça va changer pour la situation plus par en bas? Je ne sais pas si Anas ou Elsa qui veut commencer. Si tu veux. Hein? Vas-y. On fait pierre, feuille, ciseaux. T'as peur que je te batte, c'est pour ça. À pierre, feuille, ciseaux. Ouais. Ouais. La tête d'homme, je te bats. Non, parce que je sais que tu vas beaucoup parler, du coup, Mais non, comme je te ça, bats, je complète. La tête d'homme, je te bats. Non, je déconne. Il est très fort, à pierre feuille ciseaux. Sur Sébastien le Cornu, enfin bon, il y a beaucoup de choses peut-être à dire là-dessus. Déjà pour moi c'est le gouvernement de 2022 plus faible et plus instable que jamais parce qu'en vrai Emmanuel Macron il a tenté Barnier avec un homme un peu du centre où on disait que c'était monsieur qui a géré le Frexit, etc. On saluait sa rondeur et son calme, etc. Gérer les trucs de crise. Ça n'a pas marché. On a amené Bayrou. Alors lui il était un peu plus rond et plus il avait plus de bouteilles et il était un peu plus proche de la Macronie et ça n'a pas marché. Et puis maintenant on retourne aux fondamentaux, c'est-à-dire on prend un des plus fidèles, la garde rapprochée de Emmanuel Macron. C'est en vrai Macron il vient de se nommer Premier ministre, c'est ça la réalité, c'est-à-dire maintenant il est président, il n'a pas utilisé l'article 16, il a utilisé un homme de paille pour lui servir de Premier ministre et ça dit quelque chose, c'est-à-dire que je pense que Macron comme il a de temps en temps l'habitude de le faire, il se met en mode en général de guerre, qu'il a envie d'affronter cette séquence-là avec les hommes les plus stables et les plus fidèles à sa cause, qui vont pas aller lui tirer dans les pattes, etc. Dans la période. Et aussi Sébastien Lecornu, surtout, ça a été monsieur grand blabla, grand débat, etc. Et je pense que peut-être Macron, il se dit que c'est un des plus à même à essayer peut-être de penser, gérer la crise, essayer de trouver il a dit qu'il fallait avoir du sérieux et de l'ingéniosité. C'est-à-dire que je pense que parfois, ils veulent toujours croire que la crise, elle serait que conjoncturelle et non structurelle, que il faudrait simplement... je pense que peut-être dans l'esprit de Macron, il y a eu des faux pas de Bayrou qui expliquent la précipitation de ce qui est en train de se passer. Je pense que profondément, il le croit. Il pense que Bétaram, il pense que peut-être la stratégie du conclave, peut-être que la manière de discuter, de parler, qu'il y a des choses peut-être que Bayrou n'a pas bien fait, et que c'est pour ça que peut-être Macron il a accepté aussi en même temps. Bon, c'est l'occasion qui fait le larron, comme on dit, ça l'arrange. Bon, il veut se barrer. Allez, je vais maintenant, j'arrête mes conneries à aller chercher je sais pas qui, Cazeneuve, Xavier Bertrand ou machin qui vont me tirer dessus dans les 2 prochaines semaines. Je prends un homme sûr qui va fermer sa gueule et qui va faire ce qu'on doit faire, etc. La réalité, dès qu'on a dit ça, il n'y a aucune solution à la suite. C'est-à-dire que c'est pas une question de personnage que tu mets, ni de fidélité de la personne qui est première ministre. C'est que l'objectif qui a été celui de Barnier, l'objectif qui a été celui de Bayrou, ça a été d'essayer de faire valider l'austérité en prenant dans les poches des plus précaires. Et qu'en fait, tu ne peux pas t'en sortir si ta seule stratégie elle est celle-là. Donc on peut s'entendre quand même 3 secondes sur le fait que Sébastien Lecornu va pas venir amener la retraite à 60 ans, l'augmentation des salaires ou des minima sociaux, il va pas venir faire ça. Donc moi j'aime bien quand ils disent faut qu'ils trouvent un accord de non-censure. Ça c'est le nouveau truc des éditorialistes et des politologues. Quand ils voient que c'est la merde, ils essaient de trouver où est-ce que on peut avoir un peu de caviar, et comme je dis souvent, si tu mets du caviar dans la merde, ça a quand même le goût de la merde, et inversement ça a toujours le goût de la merde si tu mets de la merde dans du caviar. Et la réalité c'est que c'est un peu ça. C'est essayer. Ah, dégueulasse. Mais essayer ça, mais je pense que c'est l'image de la situation. C'est-à-dire que moi, je pense que leur bail de projet de non-censure, ça résout rien. Je prends un exemple. Le Pen, elle dit nous, on a des lignes rouges, l'immigration, on attend de voir ce qu'ils vont faire sur l'immigration. Ok.
Il peut te pondre un truc qui va attaquer les Noirs et les Arabes, il n'y a pas de problème. Le souci pour Sébastien Lecornu et Emmanuel Macron, c'est qu'il peut attaquer les Noirs et les Arabes, mais il faut surtout qu'il attaque les travailleuses et les travailleurs. Et donc, à un moment donné, ça va créer aussi des contradictions énormes. Est-ce que tu es prêt pour une nouvelle loi contre les immigrés, d'accord? Aller encore dire il faut agrandir les centres de rétention, augmenter le nombre d'OQTF, etc., etc. Est-ce que pour ça, tu es capable, toi, Marine Le Pen, d'accepter, je sais pas moi, la suppression de je sais pas, sur le chômage, le RSA, les plus précaires, sur les malades et autres. Les retraites, C'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué. Donc, en vérité, le Cornu, il a pas beaucoup de temps devant lui et que je pense qu'il est principalement là pour essayer de voir s'il va être une solution pour essayer de flinguer le mouvement. Et nous, on le dit, on le répète notamment dans les colonnes de RP, et dans les différentes émissions React et autres qu'on fait, on considère depuis le départ qu'il y a une crise structurelle du régime français, que pour l'heure, il y a aucune solution. Alors oui, s'il y a une démoralisation, s'il y a du fatalisme qui s'instaure, etc., et ben à un moment donné, oui, ça va profiter à nos pires ennemis aussi, c'est-à-dire le Rassemblement national, et qui mettra plus d'autoritarisme, plus de répression, plus de racisme, en essayant aussi de voir comment ils peuvent coopter une partie de la classe ouvrière blanche au profit d'aller récupérer, comme on dit, les miettes qu'on donne à Mohamed et Mamadou, quoi. C'est ça le truc, c'est on va enlever la ME, on va essayer de mettre la priorité nationale, comme ça on touche pas à Bernard Arnault, nous on va aller toucher aux Arabes et aux Noirs, et on va récupérer les quelques millions et milliards qu'il y a chez les Arabes et les Noirs que on déteste. Par contre, Bernard Arnault, vous le laissez tranquille. Et c'est ça peut-être la solution que ils espèrent. Et c'est d'autant plus important de comprendre pourquoi considérer que l'affrontement contre Macron, il est au cœur de tout. Il n'y a pas de jeu de cache-cache face à Macron, et je le dis notamment à Maryse Léon et à tous les bureaucrates syndicaux qui jouent à cache-cache avec la réalité, qui pensent que c'est une question de bonhomme et de siège qui sera occupé d'interlocuteurs, etc. Je pense qu'ils sont pas non plus des lapins de 6 semaines, ils voient bien que peu importe l'interlocuteur, il n'y a pas d'interlocuteur qui peut ne serait-ce que leur donner les miettes des miettes qu'ils pouvaient avoir dans les décennies précédentes. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans cette situation-là. Il y a une situation de retour à la guerre, de lutte des impérialismes, etc. Il y a une pression économique terrible. Il y a une guerre qui se profile entre la Chine et les États-Unis. Et la France, elle est au cœur de tout ça. Et donc croire que au cœur de tout ça, parce que tu vas avoir un Premier ministre plus sympa que l'autre, il va te sortir le carnet de chèques, c'est totalement erroné. Donc on ne peut pas jouer à cache-cache, on ne peut pas éviter et esquiver l'affrontement avec le pouvoir. Ça, c'est une réalité, c'est une certitude en fait qu'on a devant nous. Maintenant, la question, elle est de voir que aujourd'hui, on disait un peu les éléments ultra enthousiasmants de la situation et autres, mais pour moi, il y a quelque chose qui va être important, c'est de faire qu'en sorte que la première étape, elle a été la plus importante. C'était, les gens avaient besoin de voir. Les gens étaient dans l'expectative, comme on dit, ils étaient dans l'attente de comment ça allait se passer. Maintenant, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien. C'est pas possible. Alors, on peut toujours voir le verre à moitié vide, mais il y a quand même de l'eau dans ce verre-là. Personne ne peut dire qu'il n'y a rien eu. Même les RG, les pires analystes de droite, du Figaro, de ce que tu veux, considèrent que ce qui est en train de se passer est important. Ils disent que Macron est tétanisé par le spectre des gilets jaunes, il a été scarifié, j'ai entendu ça, que Macron aurait dit qu'il a été scarifié par le mouvement des gilets jaunes, qu'ils savent que la rue est la seule qui peut le déstabiliser. Ils le savent pertinemment, eux-mêmes. Ils analysent ça. C'est pour ça qu'ils parlent d'instabilité, c'est pour ça qu'ils parlent de débordement, etc., qu'ils en appellent tout le temps aux corps intermédiaires. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer aujourd'hui, et qu'il va falloir voir comment, maintenant qu'il y a eu cette première étape, comment on structure. GG l'a dit tout à l'heure, Gaëtan l'a dit tout à l'heure. Moi, je pense qu'au-delà du mot d'ordre de Macron démission, il faut exiger des assemblées générales partout en France. Il faut maintenant construire des assemblées générales partout, les structurer, faire en sorte qu'elles commencent à se coordonner dans les différents secteurs, etc. Il faut absolument, face notamment au 18, il faut du 10 au 18, parce que certains demandaient qu'est-ce qui se passe demain. Bon, on ne sait pas, on va découvrir comme vous. Peut-être demain, on sera surpris qu'il y ait des blocages ou je ne sais pas, ou des choses qui vont se passer. Ok, mais entre le 10 et le 18, je pense qu'il y a quelque chose de central. C'est de penser tout de suite à
le fait qu'on est en guerre contre Emmanuel Macron, qu'il ne va pas se laisser faire parce que je dis en une phrase, excusez-moi les camarades, parce que il y a tellement de choses à dire que j'ai fait un peu long. Hein ? Comment ? C'est clair. T'es sauté sur la suite, quoi. Mais c'est... Vas-y. Oui. Mais je voulais dire une chose, c'est que si Sébastien Lecornu est censuré, c'est quoi la solution ? Quelle est la solution ? Vous imaginez bien la dinguerie. C'est-à-dire que si dans 1 mois et demi, au mois d'octobre, Sébastien Lecornu présente un budget qui est un budget d'austérité, je sais pas, moi, entre 35 et 40 milliards, où les méthodologies, c'est pas le jour férié, mais c'est... et qu'il est censuré, et qu'il y a encore des grèves et des manifestations dehors. Mais vous voyez pas la dinguerie que c'est. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, il est acculé, en fait. Et on est dans cette situation-là, et il faut absolument s'enthousiasmer aussi de ça. Je dis ça, pourquoi ? Parce que faut pas que nous, on regarde juste, on soit le thermomètre du nombre de grévistes, du taux de grévistes, moi, dans mon entreprise, on était que 5, on était que 10. Les gens, mes collègues, ils ont pas voulu faire grève. Il faut voir cette situation-là, parce qu'elle nous donne du temps, et je dirais cette phrase d'un camarade qui m'avait dit, Anas, la patience est révolutionnaire. Et je pense qu'il faut être patient, on a été patient, et qu'on est agréablement surpris. Il faut maintenant, à travers cette patience, construire les conditions d'une lutte qui peut être une lutte victorieuse, qui a déjà fait tomber un gouvernement et un budget sans même exister. Imaginez que maintenant que le mouvement, il existe pour de vrai, il est fait de chair et d'os, imaginez ce qui est possible d'être fait. Il est même encore plus large et plus impressionnant que Ce qu'on imaginait. On pouvait imaginer, tout ce qu'on pouvait anticiper. Je veux noter quand même citer un commentaire qui m'a beaucoup fait rire de Seven65. Il a dit, apparemment j'imagine que c'est pendant la passation de pouvoir, Lecornu il a dit « Il faut être plus technique, ce fils de chien ». Je cite Seven65, comme si c'était un numéro 10 un dimanche matin. Donc voilà, effectivement, ça dit bien un peu le truc que tu disais, Anas, qui pense qu'en vrai, c'est un problème de pédagogie, que genre au lieu de faire une chaîne YouTube, il aurait fallu faire un compte TikTok, qu'il faut mieux expliquer aux Français, etc., etc. Alors qu'effectivement, ce qui se joue, c'est une situation de crise historique du capitalisme français dans une période de crise historique du capitalisme mondial. Et que, bah oui, l'austérité, il n'y a pas de détour, enfin, il n'y a pas de solution miracle. Et en plus, il y a une radicalisation du patronat et des grandes entreprises qui sont hyper visées par la guerre commerciale, mises sous tension. Et donc, a fortiori, c'est pas un moment où tu vas commencer à rogner sur les aides aux entreprises, réduire les exonérations de cotisations sociales, etc. Au moment où tes entreprises, elles sont confrontées à un Trump, à des affrontements commerciaux, je veux dire, qui reviennent en force, etc. Et je pense que c'est effectivement important d'inscrire la crise politique dans ce cadre-là. Et par ailleurs, il se prépare. Elsa, peut-être tu reviendras sur ça, mais je veux dire, on a vu le scénario d'un gouvernement RN revenir dans le discours d'un Sarkozy ou d'un Thierry Breton. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils voient que ça va être compliqué, ils se préparent déjà à la suite. Et dans tout ça, ça annonce dans tous les cas que beaucoup d'autoritarisme et beaucoup d'offensives. Elsa, est-ce que tu veux dire quelques mots un petit peu sur... Mais je peux parler de Sébastien Lecornu. Oui. Je suis pas obligée de parler de la répression. Non, bien sûr. Non, mais parce que moi, en fait... Tu le connais. Non, mais voilà, mais j'adore ton portrait et enfin le portrait de ce que tu racontais sur Sébastien Lecornu. Et en fait, j'adore la situation. Enfin, moi, les camarades avec qui j'étais en AG ces derniers jours et tout, mais moi, je suis survoltée. Enfin, je n'en peux plus. Je ris. Genre, je trouve ça exceptionnel parce que je savais que en fait, il te retrouve tout le temps un personnage que tu as encore plus envie de détester que le précédent. J'écoutais France Info ce matin, donc ils essayent tant bien que mal de t'en faire un portrait laudatif du mec. Donc ils t'expliquent que c'est un super bosseur, je sais pas, tu vois ce qu'ils arrivent à dire. Eux, ils axent effectivement un peu comme tu disais sur le changement de méthode, que c'est un fin négociateur, que contrairement à Bayrou, il convoque toutes les forces politiques pour discuter de son budget, etc. Mais tu vois que la bourgeoisie est en crise pour trouver une mystique de leur personnel politique. Enfin, quand on est réduit à devoir faire la promo de Sébastien Lecornu alors que t'es déjà à genoux et que genre il y a vraiment un essoufflement total de leur truc et chaque fois ils doivent remettre 100 balles dans la machine. Après Barnier, t'as Bayrou. Quand t'as Bayrou, t'as Bétaram. T'as encore toute la merde. Il est censuré, tu te trouves avec Lecornu. Donc ok, effectivement, c'est un fidèle, etc. Mais tu te dis... Avec le portrait que t'en fais, moi je trouve que c'est ça qui génère aussi chaque fois un peu plus une haine de la classe politique, mais
archi profonde et que tu vois les personnages qu'a réussi à construire le macronisme, tu vois quelqu'un comme Retailleau par exemple, et moi un des trucs dont on n'a pas discuté, si je me trompe pas, parce que je n'étais pas très bien concentrée au début, je reconnais, mais par exemple dont on n'a pas discuté et que moi je trouve incroyable dans ce mouvement, c'est aussi que par exemple à République, t'as eu un camp de base antiraciste avec le rôle des collectifs de travailleurs sans papier, etc., dans un contexte où c'est un des secteurs qui a subi des offensives abominables en fait pendant des années, où c'est difficile, où déjà pendant la réforme des retraites, ils ont fait tout un travail en fait voilà, il y a eu des tentatives de jonction, il y a eu une lutte contre la loi immigration, une loi immigration qui est passée, c'est un secteur mais harcelé et persécuté en France à un niveau absolument abominable. Et je disais ça, moi j'en parlais, j'étais dans une autre émission avant, mais je racontais par exemple comment est-ce que nous, avec le collectif d'action judiciaire, on avait fait une action le 1er juillet pour se battre contre la loi de Retailleau qui voulait allonger à 210 jours le délai où tu peux garder en fait des étrangers enfermés sans aucune raison, parce que c'est ça en fait la rétention administrative, que c'était ultra à contre-courant, que les magistrats étaient méga vénères. Une action de défense massive, c'est quand t'es plusieurs à plaider pour une seule personne. Donc t'arrives à 5, 6, 7 avocats pour une seule personne et en fait tu le défends comme si c'était un roi, ce que les magistrats ne supportent pas puisqu'ils disent mais c'est un étranger sans papier, donc pourquoi il a 6 avocats? Et en fait, il y avait, je veux dire, c'est pour dire... Qui finance voilà, non mais qui finance, voilà. Non mais c'est ça, ils sont là, c'est quoi ce bordel? Et c'était très à contre-courant, c'est difficile. Je veux dire, c'était un truc où il y a une banalisation en fait de cette persécution xénophobe, etc. Et je dis ça parce que pour moi, je connaissais le personnage Le Cornu vite fait, mais la manière dont tu rentres dans le détail et tout montre aussi comment tu as une polarisation et je veux dire un affrontement quand même hyper profond entre les aspirations que le mouvement il exprime. Ça explose de partout. Je veux dire, tu as effectivement tout ce sur quoi Anas revenait. Toi aussi d'ailleurs, mais je veux dire le bilan, la question des directions syndicales, la manifestation des retraites qui a perdu, l'échec de la manifestation des retraites, tout, mais tu as aussi une détestation délirante en fait de Macron, des politiciens. Moi je pense et moi je trouve qu'effectivement, comme disait Anas, moi je suis très d'accord, c'est la première fois depuis qu'ils sont vraiment dans le dur de la crise de régime politique et tout, qu'il y a une expression dans la rue, par des actions, de la colère sociale. Et alors ça, mais c'est en potentiel d'une richesse énorme. On voit que s'exprime beaucoup la question de la Palestine. Il y a eu la grosse manifestation à Marseille, mais il y a eu même le blocage de Eurolinks, l'entreprise d'armement avec 400 personnes, etc., en solidarité avec Gaza. Tout est très articulé et malgré tout très présent et se répond. Rien n'a l'air... bizarre en fait, je veux dire on comprend la sensibilité accumulée de tous ces secteurs-là qui à un moment ou à un autre s'expriment de manière grave, naturelle et cohérente. Et même si effectivement je suis totalement d'accord avec ce que disait Gaëtan, je veux dire il y a un tâtonnement, mais ce tâtonnement il est vraiment très stimulant par plein d'aspects et c'est pour ça que je trouve que, et je dirais plus, mais que le problème de Le Cornu, c'est qu'effectivement, moi je pense qu'ils sont, mais je veux dire, la bourgeoisie, ils sont censés avoir un tout petit peu une mystique de ce qu'ils te vendent. Enfin, je veux dire, ça peut pas être juste, on te taxe en permanence, on prend dans la poche des plus pauvres, etc. Ils sont censés avoir un projet, avoir des propositions, faire envie à des secteurs de la population, convaincre. Mais là, ils en sont même plus là. Enfin, je veux dire, je pense qu'ils vivent dans l'angoisse aussi permanente de combien de temps leur merde va tenir et sur qui ils vont pouvoir compter, comment est-ce que ça va pouvoir rentrer dans le rang, etc. Et après, il faudra discuter, du coup, je sais, tu avais une trame d'émission, là, mais je sais pas, Anas, lui aussi, là, bondi, mais genre... non, mais parce que du coup... C'est l'émission la mieux organisée, parce que le chat, vous pouvez en témoigner, tu vois, on discutait, moi je discutais beaucoup de ça, on a discuté le bilan des directions syndicales, mais je pense que dans ce mouvement, il y a aussi le bilan du NFP. Et on en a discuté, en fait, moi, avec plein de gens avec qui on avait une position qui, nous, à RP, était très claire au moment du NFP, d'expliquer pourquoi est-ce qu'on pensait qu'une coalition électorale avec le Parti Socialiste, c'était pas forcément la meilleure manière d'affronter l'extrême droite dans la période. Et aujourd'hui, c'est un truc qui revient énormément. Moi, je sais que c'est pour ça que je parle beaucoup de Retailleau, mais parce que Retailleau, c'est un des exemples les plus saisissants de ça. C'est-à-dire que les gens, tu sollicites énormément en expliquant pourquoi il faut voter, faire barrage, etc. C'est pas grave, vote François Hollande, c'est la pire des merdes, mais on s'en fout, il le faut, etc. Et au final, tu te retrouves avec Retailleau qui mène une des politiques les plus terrifiantes en fait sur le terrain des politiques xénophobes, etc. Et je pense qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui sont en train de se dire mais je ne vois pas comment dans cette situation on va repartir en mettant 10 balles dans la machine, en revotant s'il y a la dissolution. Je sais même pas si ça va jouer le rôle
que ça avait pu jouer. Il y a aussi une espèce presque de lassitude. Enfin, qu'on appelle ça la passation. C'était presque un non-événement au final. Enfin, c'est quand même presque une insulte. Enfin, c'est censé être un truc méga important. Nouveau Premier ministre. C'est quasiment secondaire. La chute de Bayrou, c'était déjà acquis. Enfin, le 8, ça se voyait, les gens, ils étaient plus là. Enfin, ils étaient déjà ailleurs. Ils étaient en mode, où est-ce que je vais bloquer ? Enfin, ok, Bayrou, machin. Mais tu leur dis, même s'il y a une dissolution, je pense que c'est... Parce que ça aurait pu être le pari du régime, de dire, ok, pour que la colère ne s'exprime pas dans la rue, on va redissoudre. Mais je pense qu'ils ont trop peur de la polarisation et tout. Mais je pense pas qu'on pourrait repartir en remettant 100 balles dans la machine, Lucie Casté, je sais pas quoi, le cirque, comme si c'était ça qu'allait être l'alternative, sachant que les gens, ils sont en train de parler de Gaza aussi quand ils bloquent des entreprises ou quand ils sont sur des blocus de lycées, etc. Et donc, je pense que c'est ça qui est très intéressant. Aussi, le bilan du NFP et aussi pour discuter avec des secteurs, par exemple, de la France Insoumise, qui expliquent qu'une des tâches du mouvement, c'est d'appeler à la destitution de Macron, mais pour finalement organiser de nouvelles élections présidentielles dans les conditions du régime tel qu'il existe, etc., quoi. Et je dirais un dernier mot, le corps nu, c'est donc voilà l'expression terrifiante et en même temps pathétique de la crise politique, mais aussi d'une crise de régime, parce que nous, à RP, je trouve qu'on essaye beaucoup de voir comment articuler à chaque fois les questions de lutte sociale et les questions démocratiques et les questions de comment le régime de la Ve République et ses particularités et tout. Mais là, on sent qu'ils ont exploité beaucoup des possibilités de la Ve République, y compris la dissolution, etc. Moi, par exemple, après je m'arrête sur ça, mais je discutais par exemple on discutait beaucoup avec un camarade juriste qui connaît très bien le Conseil constitutionnel et qui connaît très bien les pratiques des dissolutions et qui me disait, tu sais, c'est marrant, j'ai écrit sur la dissolution de Palestine Action et en Angleterre, un décret de dissolution, il doit être validé par l'Assemblée nationale, par exemple. En France, ils écrivent ça, mais sur un bout de papier. Enfin, je veux dire, c'est un bout de papier du ministre qui l'adopte et c'est comme ça, c'est dissous. Genre, il y a un niveau de pratique autoritaire et en fait de polarisation et d'affrontement et je pense que du coup bah oui, ça pose aussi la question de comment on va s'affronter jusqu'au bout à un régime autoritaire, quelle alternative on va mettre en place, et c'est ça en fait que je pense tout le monde est mûr, même si c'est pas formulé jusqu'au bout de cette manière, pour exprimer dans le mouvement, et qu'à mon avis une élection présidentielle aujourd'hui, ça permettra pas de répondre à la crise de fond qui s'exprime sur tous les terrains qu'on discute, quoi. Ouais, la fin de ton inter, ça me faisait penser d'ailleurs à un article qui a été sorti sur Frustration, qui s'appelait « La force du 10 septembre est ailleurs que dans les urnes », qui portait un peu sur cette question de la canalisation institutionnelle du mouvement. C'est vrai que je pense que c'est une question intéressante. Moi, je peux parler aussi. Hein. Est-ce qu'on peut dire juste un mot? T'es con. Non, mais juste parce qu'on a fini Sébastien Lecornu, je pense. Les choses ne sont pas aussi rigides c'est pas que... aussi rigide. Non, juste parce qu'il y a peut-être deux trucs qui sont importants. C'est le fait que Sébastien Lecornu, c'est le Premier ministre le moins bien accueilli, encore moins bien accueilli que Bayrou. Et ça dit quelque chose vis-à-vis de la population, je parle en termes de sondage. Et que dans le dernier sondage, il y a plus de 65% maintenant de la population qui exige la démission d'Emmanuel Macron. C'est des taux qui matérialisent vraiment le truc que les gens, en vérité, ta solution est bidon. Pardon, surtout Paul, tu peux y aller. Le curé, t'as dit quoi, curé ou quoi? Le curé militaire. Non, mais tu vois, tu te dis, mais le personnage affreux. Moi, j'ai vu des trucs, juste sur les réseaux, de photos de lui à 19 ans qui disaient, regardez sa gueule à 19 ans, c'est sûr, il va nous mettre la misère, genre. Tu sais, en mode, le mec, la vie, elle l'a pas flatté, tu vois. Mais genre dans un truc de, le mec est ignoble, tu vois. C'est clair. Et non, oui, le truc sur lequel je voulais rebondir, c'était cette idée que, d'une certaine manière, pour la première fois, au-delà du fait que, pour la première fois, en tout cas, depuis 2024, où la crise politique s'est beaucoup approfondie, il y a un mouvement social dans la rue qui démarre directement sur des bases archi-politiques, parce qu'on pourrait dire, d'une certaine manière, la bataille des retraites en 2023... c'était aussi un moment où il y avait déjà une crise politique, parce que la crise politique, elle s'est beaucoup approfondie en 2022, quand il y a eu les législatives et que Macron a eu une majorité relative, mais beaucoup plus encadrée, et il y avait déjà ces aspirations politiques qui s'exprimaient à la base, et on l'a beaucoup vu après le 49-3, mais quand même, le mouvement, il est resté un mouvement revendicatif, parce qu'il n'a pas réussi à déborder ce contrôle des bureaucraties syndicales. Et donc ça, moi, je trouve que c'est intéressant à voir, parce que c'est vrai que c'est une richesse du mouvement, c'est de discuter, de permettre de penser les questions politiques depuis un mouvement social,
et pas de penser le mouvement social à la manière des bureaucraties syndicales, c'est-à-dire tu as une question, il faut surtout pas trop élargir, il faut pas de confusion dans les revendications, il faut pas mélanger les choses, il faut pas mélanger les secteurs, etc. Là, c'est l'inverse. Comme disait Elsa, tout est mélangé, mais c'est plutôt fluide, quoi. Ça se passe bien. Les grévistes, ils mélangent leurs revendications locales avec la question du 10 septembre. C'était le cas, par exemple, aujourd'hui à Amazon, à Bretigny. Les manifestants, ils sont très à l'aise de partir de leurs revendications du 10 septembre et d'aller soutenir les grévistes qui luttent aussi pour leurs revendications locales. Dans les AG, ça discute de choses très, très locales, très, très nationales, très, très partielles, très, très radicales, etc. Et donc, c'est vrai que ça, je pense que ça dit quelque chose d'un élément du mouvement qui peut être très productif et qui, je pense, permet de briser deux choses, mais qu'on voit encore, et Elsa, tu commences à le dire, et Anas aussi, c'est les bureaucraties syndicales qui disent qu'en gros, la crise politique, ça ne nous concerne pas. D'ailleurs, nous, on ne peut pas se mobiliser quand il y a une crise politique parce que dans ce cas, on n'aurait pas d'interlocuteur. Et du coup, quel sens ça aurait de se mobiliser si c'est pas pour demander à tirer, une revendication très précise, très concrète et très minimale, quoi. Donc ça, c'était un peu la première question qui va être importante vis-à-vis du 18. Si on dit faire autre chose du 18, c'est dépasser ce truc-là. Et l'autre volet, c'est de dire, et c'est un peu la France insoumise qui pour moi l'incarne, c'est-à-dire à la fois tu soutiens le mouvement, c'est-à-dire tu es content que les gens soient dans la rue, tu es dans la rue avec eux, etc. Mais en même temps, tu dis, si on veut résoudre la crise politique, ça passera par des élections. Et d'ailleurs, vous dites Macron démission parce qu'il faut des présidentielles anticipées, quoi. Alors que moi, j'ai l'impression que déjà, c'est pas forcément l'état d'esprit des gens. Enfin, je suis pas sûr que les gens ils soient dans la rue et quand ils disent Macron démission, ils entendent forcément Mélenchon président ou Marine Tondelier présidente ou je ne sais pas qui président. Et que par ailleurs, même l'idée qu'il faudrait faire démissionner Macron pour avoir un nouveau président, ça crée même une panique qui est même dangereuse pour le mouvement, parce que moi je le voyais dans le chat, il y avait un message sur ça, et je voulais ouvrir un peu cette discussion. C'est en gros, oui, Macron démission, si c'est pour avoir Le Pen présidente, vous êtes gentil, quoi. Et moi je pense que, d'une certaine manière, le mouvement, si on le prend au sérieux, et si on prend au sérieux le niveau de crise, etc., il devrait prendre à bras-le-corps ce problème, et ça implique de penser le mouvement comme un levier politique directement, avec des revendications qui aillent justement au-delà de convoquer de nouvelles élections. Parce qu'effectivement, si c'est pour faire dégager Macron, et après tu joues la loterie de la présidentielle dans un pays qui, quand même, quand on retourne dans la sphère électorale, est plus à droite que quand on est sur le terrain de la lutte de classe. On l'a beaucoup vu, on a tous eu des gens autour de nous au moment du mouvement des Gilets jaunes qui se révélaient, etc. On a vu ces choses-là. Moi, je pense que c'est une question importante et ça passe notamment par le fait que le mouvement, il doit revendiquer la démission de Macron, mais il doit aussi avoir des revendications démocratiques, des revendications politiques. Par exemple, le fait qu'il n'y ait plus de président, tout court. Dégager la Ve République, dégager les institutions, etc. Nous, on pense qu'un mot d'ordre radical que devrait avoir le mouvement, c'est une assemblée unique dont les députés soient révocables et contrôlés par des assemblées locales. Et c'est une revendication qui s'inspire de ce qui s'est passé pendant la Révolution française, où il y a, notamment pendant la Convention, c'est-à-dire qu'il y avait un parlement, c'était un régime parlementaire, mais avec, un peuple armé, organisé, qui parfois faisait directement irruption dans le Parlement pour menacer les députés et leur mettre la pression. Et nous, c'est de ce genre de choses qu'on parle. C'est pas d'aller jouer le jeu des institutions pour voir si on peut un peu les améliorer. Et j'ai l'impression que c'est des discussions qui sont très importantes. Désolé, je suis allé un peu loin, mais je pense que c'est une question importante. Et Scott Bean, du coup, rebondit en disant « faut plus de président, comment vous faites ça dans la Ve République ?» Tout simplement avec une grève générale qui met fin à la Ve République. Et je pense que, par ailleurs, c'est la seule manière, en réalité, de mettre fin à la Ve République. Mais bref, c'est plus réaliste qu'avec la destitution. Oui, je pense aussi que c'est plus réaliste qu'avec un article de la Constitution ou avec une nouvelle élection présidentielle qui aurait pour objectif de remettre en question l'élection présidentielle. Mais du coup, Rob, vous avez un peu écrit sur ça. Je voulais avoir un petit peu ton point de vue, pas juste sur la fin de ce que je viens de dire, mais plus largement sur cette question de
mouvement social, question politique, stratégie, quoi. Comment toi tu le vois? Et même à travers ce mouvement, hein, parce que c'est pas juste de dire qu'est-ce qu'on défend, mais qu'est-ce qu'on défend aussi pour le mouvement, dans le mouvement, qu'est-ce qui nous intéresse dans ce qui se joue aujourd'hui, quoi. En tout cas, sur ce que tu disais, je trouve que effectivement, en fait, on arrivait, enfin c'est aussi ce que tu disais, on arrivait un peu au bout du bout, quoi. Et en fait, ils nous ont presque rendu service en mettant le cornu très rapidement. Ça nous évite 3 semaines de tractation inintéressantes ou on va attendons de voir ce que ça va donner. Ça se trouve, ce sera Olivier Faure, etc. Donc ça, on a esquivé. Avant même le 10 septembre, on a eu le cornu. Hier, Nicolas Framont, il était sur C'est ce soir. Il disait mais vous parlez à qui? Il n'y a pas d'interlocuteur, il n'y a pas encore de Premier ministre. Et pendant l'émission, ils ont dit le cornu. Bon, bah, voilà, comme ça, vous êtes contents. Maintenant, on peut faire notre mouvement. Et on voit que ça, du coup, ça change rien. Et bon, ça montre, comme vous le disiez bien, à la fois une crise institutionnelle profonde qui se base sur une crise d'hégémonie. C'est-à-dire qu'en fait, le macronisme et ce bloc central n'a plus aucune base sociale. Donc, effectivement, assez mécaniquement, ils vont sûrement se tourner vers l'extrême droite. Parce que l'extrême droite a un peu plus de base sociale, mais c'est quand même encore, c'est pas si évident. Et dans des mouvements comme ceux-là, et c'est pour ça que c'est super important, l'extrême droite, elle n'est pas à son aise. Même si elle essaie des fois de soutenir à demi-mot, etc., elle n'est pas dans son élément. Là, depuis la stratégie de Bardella, et en particulier Bardella, exactement, c'est quand même d'aller séduire plein de segments du capital. Et donc là, ils peuvent pas là, ils vont se retrouver un peu le cul entre deux chaises, quoi. Je veux dire, il allait séduire le MEDEF, il a déjà, pour son alliance avec Ciotti, il avait renoncé à l'abrogation de la réforme des retraites, dont il n'avait jamais vraiment prévu de le faire. Donc, c'est dans des moments à froid, effectivement, il peut la politisation raciste sur laquelle il peut s'appuyer peut suffire, mais dans des moments à chaud, en termes de mouvement social, ça devient difficile d'aller à contre-courant. Donc c'est effectivement une opportunité. Donc ceux qui voient l'opportunité, c'est la gauche électorale. Bien sûr, et là c'est vrai que malheureusement, c'est pas toujours le cas je trouve, mais dans des moments comme cela, et comme c'était le cas pendant la réforme des retraites de 2023, la France Insoumise a plutôt un rôle relativement conservateur, dans le sens de tout le temps dire qu'il faut revenir aux élections, ce qu'ils disaient déjà en 2023, c'est seulement un de résoudre la crise, il n'y a pas d'autres moyens, etc. Oui, mais en fait, peut-être qu'il ne s'agit pas de résoudre la crise cette fois, peut-être qu'il s'agit de l'accentuer un peu et d'aller voir ce qu'on peut en tirer, quoi. D'autant qu'en plus, en termes stratégiques, c'est par ailleurs assez incompréhensible. C'est-à-dire, même si on se met de leur point de vue, des nouvelles législatives, il n'y aurait même plus de NUPES, de NFP, donc ça donnerait quoi? Peut-être le macronisme va se faire une deuxième vie, le RN aurait encore plus de députés, alors qu'ils ont déjà... C'est vrai qu'ils ont été battus la dernière fois, ça c'était quand même une bonne chose, mais ils ont quand même pris énormément de députés, il faut quand même s'en rappeler. Et si c'était une présidentielle... je pense par contre que la démission de Macron et la destitution de Macron est un mot d'ordre qui parle. Hein. Ça c'est pas juste la France Insoumise, ça c'est sûr, ça parle. Tout le monde le déteste, tout le monde veut qu'il parte, mais il faudrait que ce soit le début de quelque chose, quoi. Ça peut pas être la finalité. Et pareil, c'est une élection présidentielle, je veux dire, allez, admettons un scénario dingue, quoi. Mélenchon qui arrive au second tour parce que la droite est très divisée, c'est peu probable, mais pas strictement impossible. C'est très très improbable qu'il soit élu derrière. Et si jamais, encore plus miraculeux, il était élu, derrière des législatives, et là on retomberait encore dans la même situation exactement. Donc il n'y a pas de solution à la crise qu'on vit par là. Par contre, comme tout mouvement avec un peu des prémices révolutionnaires, même si c'est un grand mot, en tout cas tout mouvement social un peu de masse comme là aujourd'hui, les gens se politisent très rapidement, les mots d'ordre évoluent très vite, on passe de la question sociale, économique à la question politique. C'était assez miraculeux de ce point de vue-là pas miraculeux, du coup assez logique pendant les Gilets jaunes, mais assez magnifique à voir, quoi. Et là, je pense qu'on est dans cette situation. Et c'est vrai, par contre, je pense que je surestimerais pas le rôle de la France Insoumise. C'est-à-dire que je pense que ils ont beau dire ça, en fait, dans la tête des éditorialistes, de toute façon, c'est Mélenchon qui dirige le 10 septembre, comme il dirigeait le mouvement pour Naël, comme il dirige tout à peu près. Bon, mais ça, c'est un peu du délire. Donc, il ne faut pas non plus que les gens qui sont critiques de ça, un peu comme nous autour de cette table, on tombe là-dedans non plus. C'est-à-dire qu'il peut bien dire ce qu'il veut, au final, c'est pas ça. Par contre, c'est vrai que si ça se produisait vraiment une nouvelle dissolution, là, c'est un risque, parce qu'ils vont encore essayer de trouver une solution institutionnelle à une situation qui n'a pas de solution institutionnelle. Ça, c'est ça mon analyse à chaud, là. C'est clair. Et surtout que le risque toujours, c'est que cette question de l'extrême droite posée uniquement sur un terrain institutionnel
et pas sur un terrain, je veux dire, révolutionnaire, lutte de classe. Parce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui disait « Ah, mais vous pensez qu'on va faire une grève générale et Macron, il va dire Ah, on arrête la 5e République ?» Bah, désolé, mais tu sais, quand il y a des grands moments de lutte de classe et même pas forcément des révolutions, il y a des présidents qui quittent le pays en hélicoptère et il y a des régimes qui s'effondrent. Je veux dire, oui. Là, on a vu le Népal. Exactement. En ce moment, il y a des mobilisations de masse au Népal. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une révolution ou même que le régime va tomber dans l'immédiat. Mais je veux dire, les choses peuvent s'accélérer énormément. Évidemment, ça demande de l'organisation et des mouvements d'une autre puissance de ceux qu'on a connus. Et c'est pour ça qu'on discute de comment s'organiser. Mais oui, ce que je voulais dire, c'est que quand on discute uniquement sur le terrain institutionnel de l'extrême droite, on finit toujours par dire votons par le moins pire de ce qui nous est proposé. Et c'est quand même comme ça que Macron, je veux dire, s'est présenté dans sa première émergence en 2017. Vas-y. Ouais, je suis très rapidement, mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ça, la frustration, en fait, que le barrage, en fait, était plus seulement devenu un outil, genre en secret, on vote Macron pour faire barrage de Le Pen, quoi. C'est devenu vraiment une stratégie politique de fond, quoi. Et cette stratégie, donc, qui se fonde à fond sur l'électoralisme, en fait, elle oriente tout, quoi. Elle oriente ta manière de voir les choses, etc. Si tu penses que tout passe par que vraiment on est face à l'émergence de l'extrême droite, qu'on voit pas comment le faire, du coup, tu te dis pas, en fait, le problème c'est que la gauche soit minoritaire, le problème c'est que la gauche soit divisée, donc il faut absolument la rassembler. Et de toute façon, ça peut passer que par là, donc tu exclus plein de champs d'action divers et variés, etc. Et ça, c'est un peu un problème, parce qu'en fait, comme on est paralysé par la peur de l'extrême droite, effectivement, on s'interdit en fait plein de champs d'action et plein de choses qui pourraient changer vraiment les choses. Et bah, heureusement, avec le 10 septembre, il y a des perspectives nouvelles qui s'ouvrent. Anas, il y a une question ? Non, la discussion est ouverte sur crise politique, le rôle du mouvement de masse... et la question de la lutte contre l'extrême droite. Non, je voulais déjà dialoguer avec un truc que tu disais, Rob, sur le truc un peu sur la fin, sur Mélenchon, etc., sur le fait que peu importe, moi je partage le fait que la réalité, c'est que moi je pense, nous, en tant qu'organisation révolutionnaire, marxiste, etc., c'est primordial de batailler aussi politiquement, parce qu'en fait, quelle est la situation aujourd'hui ? Les organisations syndicales, elles te disent non, on a besoin d'un interlocuteur stable du régime bourgeois, et de l'autre côté, l'aile la plus à gauche de la gauche institutionnelle, elle réclame un sauvetage différent au final du régime. C'est-à-dire que s'il n'y a pas des révolutionnaires pour imposer en fait une troisième voie là-dedans, pour faire en sorte que ça émerge, parce que je pense qu'il y a une crise du régime, il y a une crise sociale. On pourrait dire qu'il y a une crise politique au sens large, mais pour moi, il n'y a pas encore de crise politique jusqu'au bout, dans le sens où, pour l'heure, tant qu'on n'arrive pas à faire émerger jusqu'au bout la nécessité d'un autre système politique. La preuve étant, le camarade, moi, je trouve que il est pas seul à ce qu'il dit et ce qu'il pense. Oui, il y en a plein qui pensent que, en fait, le problème, c'est pas qu'ils ont 1001 idées. Parce qu'en fait, si tu leur dis quelles sont tes idées, mets-moi tout, il prend une feuille blanche, il la retourne et il écrit même de travers tellement il va avoir d'idées. Le problème, c'est qu'en fait, vu que la pensée dominante, comme on dit, c'est la pensée de la classe qui domine, et que cette pensée-là, elle sert à protéger le système tel qu'il est, ses coordonnées, bah oui, les gens, en fait, ils pensent que c'est pas j'ai même pas besoin de réfléchir, j'ai même pas besoin de le discuter dans l'AG, de la Villette ou je sais pas quoi, parce que de ce que je vois, il n'y a personne qui m'a déjà montré qu'il est possible de penser autre chose. Et je pense que oui, il va falloir, en tout cas, c'est notre rôle, nous, en tant qu'organisation politique, le journal Frustration, etc., et même tous les camarades qui s'inscrivent dans autre chose, tu vois ce que je veux dire ? Même certains secteurs qui ont peut-être soutenu NFP ou France Insoumise par vote utile ou par crainte d'une possibilité du fascisme, et qui restent profondément attachés à l'idée d'une société débarrassée de l'exploitation capitaliste. Je pense que le rôle central qu'on a, c'est de créer les conditions d'une crise politique et de montrer que oui, la solution de la personne la plus présente dans les médias et qui est l'aile la plus à gauche, c'est la France Insoumise. Je veux dire, c'est pas des gens qui sont pas qu'on n'entend pas. C'est-à-dire que quand tu dis que les plus radicaux ils disent ça,
pourquoi toi tu vas commencer à me dire que depuis quand avec la grève générale je peux le faire tomber, tu vois ce que je veux dire? Parce que moi le plus radical que j'entends, il me dit que si on le fait tomber, c'est pour d'autres présidentielles et que c'est la réalité et que moi je pense que c'est clair et net ce que disait Paul tout à l'heure, les gens ils imaginent pas ça parce que quand on te dit à 80 000 policiers et que tu sais que tu vas te faire réprimer, mais il y a personne parce que moi, quand je sors le matin, je sais pas pour vous, je me fais pas des scénarios catastrophes. Mais moi, je sais pas si je vais rentrer avec un œil en moins ou si je vais pas finir sur un lit d'hôpital. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que toutes les autres personnes qui sont mobilisées, elles partent aussi avec ce principe-là. Et moi, je pense qu'il n'y a personne qui va bloquer le périphérique, risquer de se manger une balle de LBD dans l'œil, pour que quoi? Pour que moi, je fais tout ça, pour que toi, après, tu fais d'autres élections, et qu'au final, Marine Le Pen, elle fasse 11 millions d'électeurs, toi, t'en fais machin, etc. Et puis après, tu m'expliques qu'il faut faire des alliances pour diluer ton programme si t'espères. Il n'y a personne qui espère ça. Donc oui, moi, je pense qu'il faut qu'on martèle autre chose. Et pardon, je m'étais mis là-dedans. Après, je sais plus c'était quoi la question que tu... Je t'ai pas posé de questions, Anna. Mais pourquoi tu veux pas me poser de questions? Pose-moi des questions, bordel. C'est une discussion ouverte. Je suis mal accueilli si tu prends trop la confiance avec moi. Non, mais si j'ai une question à te poser, c'est... Après, peut-être parler du 18. Pour moi, oui, voilà, mais c'est ce que j'allais dire. Je voulais parler du 18, mais vu qu'on n'y était pas dedans, écoute, je voulais pas me lancer dans le 18. Je te laisse rebondir sur cette question un peu de la crise politique et de ces questions. Et après, peut-être, je vous propose qu'on termine un peu sur la stratégie pour essayer d'élever le rapport de force, la préparation du 18 ou de ce qu'il y aura avant et de ce qu'il y aura après, etc. Mais peut-être pour finir un peu sur cette question. Non, mais parce que moi, j'étais d'accord avec globalement... En fait, moi, ce que je trouve intéressant aussi dans le mouvement, et encore une fois, pareil, il faut voir comment ça va se développer. Les choses ne sont pas vraiment écrites et je trouve que c'est balbutiant, mais c'est un déjà là quand même... palpable, c'est que je trouve très intéressant, c'est que ce mouvement, il fait un peu échec à la répartition des rôles à laquelle on assiste depuis très longtemps, où il y a d'un côté les directions syndicales qui sont chargées des mouvements sociaux, des questions sociales, des questions économiques, et de l'autre, la gauche politique qui est chargée en fait des questions politiques. Et par exemple, pendant la réforme des retraites, c'est le moment où cette division, elle était vraiment ultra visible, parce qu'en fait, il y avait la France Insoumise qui disait « nous, c'est la guérilla parlementaire ». Là, je sais pas quoi, la guerre d'amendements, etc. Et vous, les syndicats, c'est votre calendrier, et avec en fait un pacte de non-agression en vrai, même si il le formule pas comme ça, mais avec Mélenchon du coup qui critique pas la stratégie pourrie des directions syndicales en disant moi c'est pas mon terrain, et de l'autre côté les organisations syndicales qui expliquent bien aux travailleurs que avoir leur avis sur ce que c'est qu'un gouvernement des travailleurs, ou ce que c'est qu'une alternative politique, ou ce que c'est que les revendications que disait Paul, c'est vraiment pas du tout leur problème. Et d'ailleurs Laurent Berger il le disait, on n'est pas là pour faire tomber un gouvernement, alors que je vois pas qui, dans ce cas, va être là pour faire tomber un gouvernement si c'est pas les travailleurs en grève, etc. Puis au sens large, les mouvements en lutte et tout ça. Et c'est pour ça que je trouve, effectivement, dans le sens où moi je suis totalement d'accord que c'est pas de discuter que Mélenchon dirige le 10 et que, genre, que tout le monde est en train de reprendre et répéter les mots d'ordre et tout de la France Insoumise de manière acritique comme ça, mais je suis d'accord qu'il faut le discuter quand même, parce que je pense par ailleurs que la localisation de LFI n'est pas si simple, parce que c'est pas facile dans ce mouvement-là de diviser vraiment l'économique et le politique, que eux, au final, malgré tout, ça les angoisse un peu, que politiquement, en fait, ça commence à déborder beaucoup, parce que eux, ils ont une stratégie, elle est électorale, et ils la revendiquent, et c'est des machines de guerre électorales, donc ils sont très très forts dans les séquences électorales, et on l'a vu même autour de la question du NFP, et j'y revenais pour ça, mais je veux dire, ils ont réussi, et c'est LFI qui est l'architecte en fait de cette situation, à quand même faire renaître le Parti socialiste de ses cendres en faisant une campagne ultra offensive autour de cette question, et aujourd'hui, ils se plaignent sur Twitter qu'en fait le PS n'est pas sympa. Mais je veux dire, si le PS a la capacité de nuisance qu'ils ont aujourd'hui, c'est parce que c'est LFI qui leur a tendu la main. Et le problème, c'est qu'au final, c'est dangereux, ce type de situation, parce que des canalisations électorales au service de projets qui, en réalité, consolident des situations réactionnaires, c'est un recul pour le mouvement. Et c'est pas juste que, en fait, c'est pas le super programme que nous, on voudrait, c'est que c'est ça qui produit après potentiellement de la démoralisation, l'écho du RN, etc. Et c'est pour ça que je pense que nous, précisément, on a une occasion... Enfin, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que le mouvement, il postule lui-même, même s'il le formule pas comme ça, au pouvoir politique.
C'est-à-dire que, comme on le disait, le fait qu'ils ne répondent pas à l'appel des directions syndicales sur telle revendication très précise, tel calendrier et tout, c'est qu'en fait, ça dialogue pas très bien avec leur plan, tant les réformistes syndicaux que les réformistes politiques, parce que l'un et l'autre, ce qu'ils aiment dans les mouvements, c'est que ce soit une accumulation, c'est du lobby parlementaire ou syndical en fait, c'est qu'ils veulent une masse de manœuvres pour pouvoir dire « Regardez, moi je pèse parce qu'il y a tant de personnes dans la rue quand c'est moi qui siffle ». Mais sauf que là, c'est pas eux qu'on sifflait. Donc le problème, c'est que les gens, quand ils s'expriment, ils disent directement ce que eux, ils veulent plus ou moins, même si c'est confus, etc. Et ça laisse entrevoir qu'est-ce que c'est un mouvement dont le but, ce n'est pas de peser dans des négociations, mais c'est de formuler directement des propositions, voire de participer à... un contre-pouvoir, même si dit comme ça, c'est énorme par rapport à l'état de développement du mouvement où c'est beaucoup plus embryonnaire et comme ça, je fais la transition avec le 18. Mais il faut le discuter de manière plus concrète et il faut préparer le 18 pour moi avec cette ambition-là, cet enthousiasme-là, cette énergie politique de voir comment il faut discuter concrètement. Mais comment, oui, le 18, pour moi, c'est une date importante, même si elle est appelée par les directions syndicales pour rebondir sur ce que disait GG, etc. et qu'effectivement, elle a pu être appelée pour un peu couper l'arbre sous le pied et tout. Mais que maintenant qu'elle est là, il faut que toute l'énergie potentielle qui se manifeste, elle s'exprime de manière la plus consciente possible, que les revendications, il faut voir... Enfin, bon, voilà, je m'arrête sur ça parce que vous vouliez ensuite parler du 18, mais c'est pour dire que c'est ça que moi, je trouve intéressant et qui fait que c'est pas un mouvement qui peut se laisser utiliser comme marge de manœuvre ou comme, en fait, truc de pesant de pommes de terre pour ensuite dire « moi, c'est ça que je veux », alors que c'est des gens qui s'expriment sans qu'on leur ait demandé de peser quoi que ce soit, quoi. Oui, et d'une certaine manière, il me semble qu'un des combats dans le mouvement aujourd'hui, c'est de lutter pour que cet élément initial, il se poursuive. Parce que pour embrayer sur le 18, ça. Mais il faut discuter de la stratégie plus largement, ce que craignent ceux qui disent il ne faut surtout pas se lier au 18, nous qui avons fait le 10, et je pense que ça peut y compris alimenter à la fois un truc de boycott du 18 et un truc un peu de fuite en avant d'action minoritaire qui pour moi pourrait aussi être une impasse stratégique d'une certaine manière si elles ne sont pas coordonnées, si elles sont déconnectées du mouvement de masse, de la grève, etc. C'est de dire, en gros, si on va le 18 manifester, en fait, finalement, on se range derrière le camion, les merguez et le mojito. Et c'est ça. Et les mojitos, mais on aime bien le 1er mai, et puis ça a été pas mal à certains moments. Mais ça, c'est une impasse. Et donc, je veux dire, il faut éviter ça absolument. Et donc, effectivement, je pense qu'il peut y avoir un peu cette tension-là. Je repense aux chorégraphies derrière le camion de la CFDT. Ouais. En 2023, c'était incroyable. Ouais. Hein. Mais il y avait c'était le Club Med et tout le monde faisait ça comme ça. Et tout le... Mais il y a Casimir. Mais je pense qu'ils les payent. Ils avaient tellement jamais fait grève depuis les 50 dernières années qu'ils ont sorti un bus, double étage, des écrans de partout, des chorégraphes, des mecs. Le gars qui a animé, je lui ai demandé, il travaillait où ? Il m'a dit, ah non, moi je suis animateur. Genre, je suis intermittent du spectacle. Il a fait les CFDT. Incroyable. Et oui, et du coup, ça... Enfin voilà, peut-être pour aller vers la conclusion et voilà, parce que l'heure tourne. Mais du coup, c'est quoi un petit peu, pour vous, les enjeux stratégiques, un petit peu les défis pour la suite du mouvement, sur la base de ce qu'on a vu aujourd'hui, sur la base de ce qu'est la situation politique et des coordonnées un petit peu stratégiques, parce que le 18 est je pense, va être une discussion énorme dans le mouvement dans les prochains jours. La question d'autres dates, la question de quelles méthodes ont marché aujourd'hui et quelles méthodes n'ont pas marché, pour quelles raisons. Alors, je pense que ça va beaucoup agiter le mouvement, parce que le mouvement, comme vous le disiez, il discute beaucoup, et ça, c'est une qualité énorme. Mais du coup, de votre point de vue, c'est quoi la suite ? Qu'est-ce qu'il faut défendre ? Dans quelle direction il faut aller ? Et je ne sais pas qui veut commencer un petit peu sur cette question. Rob. Là, du coup, moi, je m'exprime vraiment à titre personnel, mais déjà, ce que je constate, c'est que j'ai l'impression que c'est, mais ça sera à vérifier, mais que ça ne va pas continuer demain, quoi. Déjà, c'était un peu une première question, c'est-à-dire, est-ce que du coup, ça a commencé le 10 et ça durait jusqu'au 18, ou est-ce que c'était le 10 isolément, puis le 18 ? Idéalement, à titre personnel, j'aurais trouvé intéressant que ça continue jusqu'au 18, ça aurait déjà mis la pression un peu sur cette journée, et on serait déjà presque sûr qu'elle aurait une connotation différente. Donc il va sûrement y avoir des actions par-ci par-là demain.
On va voir. Pour l'instant, l'impression que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas parti pour durer jusqu'à demain, parce que j'ai pas vu de trucs qui occupent la nuit, etc. Mais peut-être que je suis pas encore assez renseigné. Donc on n'est pas encore dans un truc dès maintenant de reconductible jusqu'au 18. Donc il y a évidemment un piège avec cette journée, c'est savoir est-ce que l'intersyndicale, la direction de l'intersyndicale va refaire un peu de sabotage comme elle a fait pour la réforme des retraites. Est-ce que l'objectif c'est de faire des journées de supplication une fois par mois auprès de du coup le corps nu, ou est-ce que là on prend acte de ce qui s'est passé ces derniers mouvements sociaux, et là du coup ce qu'on trouverait intéressant, là pour que c'est une discussion commune qu'on a eu dans la rédaction, ce serait d'avoir un 10 bis le 18 en plus de l'action de l'intersyndicale, de façon à ce que en fait à un moment la direction toujours de l'intersyndicale soit débordée et soit obligée de suivre en quelque sorte, et que le 18 ne soit pas qu'une date isolée, mais qu'on enchaîne avec le 19 et après, hein. C'est assez en tout cas ce qu'on analyse et ce qu'on trouve important, c'est toujours être dans la question du rapport de force, et surtout pas retomber dans la solution institutionnelle ou la solution symbolique, c'est-à-dire des grandes marches ou des journées de grève isolées, quoi. Vraiment continuer d'assumer ce qui est à l'origine du mouvement, bloquons tout, hein, quand même, un rapport de force avec le capital, donc de blocage de l'économie, quoi. Anas Kazib, le 18 doit-il être un 10 bis? Moi, je pense qu'il doit être bien plus que le 10. Il doit voir émerger maintenant la grève, et que la grève, elle impose le rythme, parce que la réalité, c'est je le disais un peu, et ça a été montré dans ce reportage, mais oui, des blocages et des actions coup de poing, c'est là pour animer un mouvement. Mais des actions et des blocages même spectaculaires avec des grèves minoritaires, en fait, à un moment donné, ça va être amené à être écrasé. C'est une réalité. Moi, que tu ailles bloquer un métro, bon, ok, bloque le métro. Moi, je préfère que l'ensemble des travailleurs du métro, des bus, et en fait, ils se mettent en grève. Il n'y aura même pas besoin d'aller le bloquer. Le métro, il sortira même pas du dépôt. C'est aussi ça, cette logique. Ce qui s'est passé en 2019. C'est ce qui s'est passé en 2019. La ligne 5 du métro, elle a mis, je crois, quasiment 57 jours avant de réouvrir. C'est dire à quel point on avait même oublié peut-être que la ligne 5, elle existait. Pour vous dire comme quoi les gens, ils sont capables de 2 mois de grève reconductible. Alors oui, il y a des caisses de grève, il y a énormément de choses, mais quand il y a de la combativité, il y a de la détermination, les gens sont capables de faire. Donc oui, je pense que déjà une grève de 24 heures, elle doit être bien réussie. Ça, c'est pour moi central. Et donc oui, je pense qu'elle doit, comme je disais, ce mouvement, il est aussi en mouvance permanente. Il est en train d'avancer. Il était sur la consommation, sur le fait de rester chez soi, sur le fait de pas faire des retraits, et puis petit à petit de discuter, de mettre des agents en place. Et puis on voit émerger au fur et à mesure comme ça. Et puis après, on répertorie, parce que la question, elle est pas. Pourquoi je dis que c'est intéressant et que ça montre vraiment la différence, c'est que c'est pas il y avait les grévistes et il y avait les blocages. Bah oui, non, dans les assemblées générales, les gens ont mis dans le calendrier, il fallait aider les piquets de grève. C'est-à-dire qu'ils ont une conscience éclairée de la nécessité d'aller, parce que ils ont c'est la coagulation de tout ce qui a été positif et toute l'expérience récente de la lutte de classe. C'est-à-dire que les gens, en 2023, en fait, ils se souviennent, ils ont gardé une mémoire collective d'aller devant les TIRU, d'aller bloquer les garages des éboueurs, etc., de soutenir les cheminots, les dépôts RATP. Donc la mémoire collective, elle est encore récente. On n'est pas en 95, on n'est pas en train de dire « Ah, nous, à l'époque, en 95, on crevait les pneus, on mettait des lignes, etc. » Il n'y a pas besoin d'aller chercher. Cette génération-là, c'est une génération de lycéens, d'étudiantes, de jeunes travailleurs qui combinent aussi avec leurs études. C'est un peu un public qui ressemble beaucoup à Nuit debout, qui reprend un peu des codes de Nuit debout, mais ils s'en fichent de dormir place du Châtelet, place des Fêtes. Personne n'est en train de dire il faut occuper parce qu'ils ont tiré les bilans de Nuit debout. Que oui, c'est pas en restant place de la République jusqu'à 5h du matin, etc. et te retrouver uniquement sur la place que tu vas faire des choses, et de temps en temps une petite manif sauvage. Ils ont compris que la nécessité, elle est de s'organiser, se coordonner. Est-ce que le mouvement, moi j'appelle aussi à la réflexion, parce que je pense qu'on a aussi un œil déformé, toutes et tous, et même je vois dans le chat aussi, c'est-à-dire qu'on considère qu'un mouvement, il n'a une existence que par sa matérialité physique dans les actions et dans la rue. Moi, je pense que le mouvement, en fait, il continue.
Il continue, le mouvement, depuis qu'il s'est exprimé sur les réseaux sociaux, il va continuer. Il y a des AG à Saint-Denis, il y a des AG à Châtelet, je crois, il y a l'AG de Île-de-France mardi ou mercredi. Je veux dire, les gens, ils vont continuer à se réunir, ils vont continuer à aller discuter sur TikTok, Facebook, etc. Il y en a, ils vont retourner demain chez leurs collègues, vont leur dire, mais mec, tu t'as même pas idée, truc de dingue et tout, on était ceci, on était cela, etc. Donc, en vérité, pour moi, ça, c'est du mouvement aussi. Le mouvement qui se serait arrêté, c'est un mouvement où ça y est, les gens ils disent oh, c'était nul, oh là là, on était 10 pélos à courir. Non, si c'était ça, on pourrait dire ouais, pas de certitude. Donc pour moi, le mouvement il avance. Maintenant, je vais tirer la sonnette d'alarme. C'est que le 18, c'est pas encore refait. Hein. C'est-à-dire que la question, elle est pas est-ce que le 18 c'est trop loin. C'est que le 18, pour l'heure, je ne le vois pas être martelé. D'accord ? Je vais vous dire ce que disait la CGT dans sa note d'organisation lorsque ils ont fait une note d'organisation qu'ils ont envoyée à l'ensemble des secteurs de la CGT, à l'ensemble de leurs adhérents, par rapport à la position de la CGT entre l'intersyndicale qui était sortie le 1er septembre sur l'appel du 18 et la question du 10. Ils hiérarchisent et ils expliquent clairement. Ils disent... La grève se construit aussi dans les jours qui viennent autour de processus professionnels et sectoriels, de dossiers industriels, hôpitaux parisiens, énergie à partir du 2 septembre, Pont-à-Mousson le 2 septembre, Novasco le 4 septembre, Owen, Illinois le 9. Ce travail doit être poursuivi, prolongé et amplifié avec l'objectif de réussir une grève d'ampleur historique le 18 septembre. Bravo camarades, bravo. Ça, Sophie Binet... Top là, il n'y a pas de problème. Une grève d'ampleur historique le 18 septembre, c'est fantastique. Pour l'heure, je ne vois quasi aucun travail qui donne, cette perspective-là d'une grève d'ampleur historique dans des secteurs importants. À la SNCF, par exemple, dans les secteurs dans lesquels je milite, je n'ai pas vu un seul tract pour le 18 septembre. Pas un seul. C'est dans une semaine, hein. C'est pas dans un mois, c'est dans une semaine. Donc on a voulu enjamber le 10 pour faire le 18, mais finalement... C'était juste un enjambage, parce que ils espéraient peut-être que le 10, ça soit un truc assez pourri, pour que le 18, il n'y ait pas besoin qu'il ait plus de réalité que ça. Voilà. Et dire, bon, c'est dans la continuité, c'est pas très grave au final. Bon, le 10 était pourri, l'essentiel c'était d'être un peu moins pourri que le 10. Là, le problème, c'est que ça les emmerde profondément. Parce que si tu as des 5000 personnes qui vont place des fêtes, des gens qui font des AG, etc., tu vas pas revenir à BFM TV et commencer à dicter le calendrier, etc. et croire que ces gens-là, ils vont te regarder sagement, qu'ils vont tous abandonner leurs AG, leurs actions, leurs groupes Telegram, etc. Et ça pose un dilemme énorme à ces corps intermédiaires qui cherchent des interlocuteurs et qui cherchent aussi d'essayer de faire en sorte que le mouvement il puisse exister, mais sans trop exister pour pas être débordé. Parce que les uns et les autres veulent leur place. Tout à l'heure, on disait que la France Insoumise, elle accompagne le mouvement, mais pas pour lui donner, comme ils disent, c'est même pas nous. Mélenchon, il dit, nous, on est là pour donner un débouché institutionnel à la colère sociale. Lui, il est pas là pour dire... Allez, faites tomber tout, cassez tout, vive le communisme et vive l'État ouvrier. Il dit pas ça. Il dit, moi, la colère, je la soutiens, je l'accompagne. Mais moi, j'espère que de cette colère-là, vous vous souviendrez à un moment donné de mettre un petit bulletin dans l'urne pour se rappeler que moi j'étais avec vous les copains. Hein. Moi j'étais là. Hein. Moi j'ai dit que je vous soutiens. Voilà, j'ai pas fait beaucoup plus. Parfois j'ai dit que cassez rien, brûlez pas un Cajo à la télé avant que même que le Cajo il brûle. Mais souvenez-vous quand même que j'étais à vos côtés. C'est ça la réalité. Et la bureaucratie syndicale, elle espère aussi dire regardez, vous voyez bien, on vous dit qu'avec nous vous pouvez discuter. On vous dit qu'il faut nous le donner parce que vous nous fragilisez, vous nous faites passer pour des cons à rentrer dans un conclave. On va dans un conclave, on dit aux gens non, vous inquiétez pas, le dialogue social, la négociation, c'est comme ça qu'on va y arriver. Et puis on passe pour des tocards devant nos adhérents, devant nos militants et devant la population qui dit bah, au final, espèce de tocard, t'es resté 3 mois face au MEDEF, tu sors avec rien du tout. Nous, on n'a même pas encore manifesté, on a déjà fait tomber le gouvernement et tu veux maintenant toi décider. C'est ça, les amis, concrètement, ce qui est en train de se passer. Et que le 18... il n'est pas encore présent. Donc il faut absolument, il y a un premier mot d'ordre, il faut braquer le 18 septembre. Il faut le braquer et imposer à l'ensemble de la bureaucratie syndicale de dire faites ce que vous avez écrit. Vous avez tenté de nous niquer le 10.
Manque de peau, le 10, on l'a fait. Et heureusement qu'il y a eu certaines fédérations syndicales qui étaient là. Heureusement qu'il y avait Sudrail, heureusement qu'il y avait la CGT FNIC, qu'il y avait la CGT Commerce, la CGT Énergie. Heureusement qu'il y avait les camarades de l'agroalimentaire en Moselle à Neuhauser, etc. Heureusement qu'il y avait des camarades de Amazon. Heureusement, il y a des camarades de la CGT RATP à Lagny, à Malakoff. Et heureusement qu'il y a eu ça. Non, moi je suis le plus amoureux du syndicalisme, mais je suis le premier adversaire de la bureaucratie syndicale, celle qui écrit grève d'ampleur historique et qui n'a pas encore réellement montré sa tête. Parce qu'il y a des grands absents. C'est que depuis le 1er septembre, j'ai pas vu une Sophie Binet ou une Maryse Léon s'exprimer pour dire, voilà, nous on appelle au 18, pourquoi le 18 c'est important, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et donc moi je pense que la première chose, c'est faire en sorte de braquer le 18 septembre, d'imposer des mots d'ordre qui soient des mots d'ordre beaucoup plus larges que des mots d'ordre qui soient économicistes, comme on dit, des mots d'ordre assez classiques sur l'emploi, sur les salaires, etc. Et qu'il faut garder cette position-là. Tout à l'heure, on était place de la République, on exigeait la régularisation et la liberté de circulation et d'installation de l'ensemble des sans-papiers. Et que oui, moi je me rappelle de Backseat avec Sophie Binet. Sophie Binet, elle disait que, notamment, ce qui a manqué au moment de la réforme des retraites, pourquoi il manquait des gens, c'est parce que, notamment, il y a des secteurs fragilisés, précarisés, qui ne peuvent pas se mobiliser. Mais ces secteurs-là, en fait, c'est pas vrai qu'ils se mobilisent pas. Les travailleuses du nettoyage de l'hôtel Ibis, elles ont fait 22 mois. Moi, trouve-moi un secteur de travailleurs qui sont blancs, pas de problème de papier, etc., qui font 22 mois, j'en connais pas beaucoup. Les travailleuses de Honnête, les gardes de Honnête, le film qu'on avait sorti avec les camarades de Révolution Permanente, 45 jours de grève, 84 grévistes. Et ils ont gagné jusqu'au bout. Les travailleurs du nettoyage du métro, etc. Les camarades de Chronopost. Et on peut en citer des travailleurs. C'est pas des bolos. Arrêtez, moi je vous le dis, hein, pas juste en tant que personne racisée, mais il y a bien un truc qui me gonfle. C'est qu'on pense que les Noirs et les Arabes, c'est des bolos qui sont des flippettes un peu, il faut pas trop, machin, c'est parce qu'ils ont peur. Non, ils ont pas peur. C'est simplement que dans tes revendications, tu parles même pas d'eux. Il n'y a rien à gratter pour eux. Il y a de la prison, des balles de LBD, et au final, il n'y a même pas un centime, il y a quoi que ce soit pour eux. Donc moi, je pense que si on veut élargir, il y a les possibilités d'élargir, il faut élargir et imposer un socle revendicatif qui passe du génocide à Gaza en passant par la question de la régularisation des sans-papiers. Et oui, on ne va pas obtenir la régularisation des sans-papiers ni l'arrêt du génocide à Gaza, mais les amis, c'est pour ça que la question de la démission de Macron, elle est l'alpha et l'oméga en fait d'une politique beaucoup plus progressiste. Parce que les amis, je vous dis, hein, j'ai fait aujourd'hui Koweït TV, Dubaï TV, Rayuno, El Salto en Espagne. J'ai fait des Anglais, j'ai oublié la chaîne. J'ai fait le Mediapart. J'ai fait Mediapart. J'ai fait CNN. Le gars de la Rai Uno, il m'a dit, est-ce que c'est le début de la révolution ? C'est-à-dire que les gens à l'extérieur, ils savent que la France, c'est pas la Tour Eiffel, c'est pas le croissant. Ils savent que la France, pour eux, c'est aussi l'épicentre de la lutte de classe à travers le monde. Et qu'ils savent que s'il y a une instabilité, en fait, et qu'il y a une nouvelle génération anti-impérialiste, qu'il y a des flottilles qui vont vers Gaza, et que c'est combiné à des blocages de raffineries, des grèves à la SNCF et ailleurs. Mais les amis, on est pour rassurer le camarade, oui, c'est possible de faire tomber Emmanuel Macron si on commence à faire ça. Mais par contre, ça part d'un principe central, c'est tirer les bilans, ne pas être faciliste vis-à-vis de ce qui est en train de se passer, penser que les choses, elles vont se faire. Parce que oui, il y a des gens qui ont des intérêts divergents avec le mouvement, n'ont pas envie. C'est dur à dire, parce qu'on se dit que oui, quand t'es Sophie Binet, pourquoi tu voudrais pas la révolution ? Tu vois, on pourrait se dire ça, mais pourquoi un syndicaliste, il voudrait pas en fait faire tomber Non, il y a des gens qui ont des intérêts divergents et qui ne sont pas intéressés par le fait que ça soit l'AG de la Villette, l'AG de Montreuil, etc. Et vraiment, hein, je ne fais même pas 1% de ce qu'on devrait faire de dénonciation. Parce que je vous dis, les messages que je vois de bureaucrates dans différentes entreprises où on dissuade avec une énergie incroyable les gens de se mobiliser et comment on essaye de scinder en disant non, là c'est citoyen, le 18 c'est pas, ça n'a rien à voir, nous c'est nous le 18, il faut absolument faire en sorte que ces gens-là ils ne viennent pas, on va jusqu'à faire en sorte d'imposer un cordon sanitaire autour du 18 pour faire en sorte que toutes les personnes en fait elles ne s'immiscent pas là-dedans en disant que c'est un mouvement uniquement de syndiqués, de gens qui voilà. On est dans cette phase-là et je pense qu'il faut en avoir conscience, il y a une semaine et il va falloir imposer et je donne juste des petits tips
comme la patronne là, de 80 ans à LCI, pas pour faire des économies, mais pour tendre ça. Les camarades, les âgés, réfléchissez. Les secteurs, les entreprises qu'il y a autour de chez vous, allez tracter, allez vous lier aux travailleuses et aux travailleurs, allez devant les dépôts de bus, allez devant les sorties de métro, allez discuter avec les travailleuses et travailleurs et tracter et allez les convaincre de se mettre et de se mobiliser, allez leur demander ce qu'ils ont besoin d'aide aussi pour être là sur le piquet le 18, etc. C'est comme ça, faites le travail, n'attendez pas que le syndicaliste de l'UNSA, de la CGT, de Sud ou quoi que ce soit, il fasse le travail à votre place. Si vous avez envie de combiner le meilleur du blocage, le meilleur de l'action avec la grève massive, ça va passer aussi parce que les AG, cette semaine, ne se préoccupent pas uniquement de comment on va bloquer le périphérique le 18, mais qu'elle se préoccupe toute la semaine de comment on chauffe l'ambiance, comment on impose une jonction que ne veut pas la bureaucratie syndicale. Et c'est pas, je vous ai pas dit quelque chose qui est impossible, mais je pense que l'AG de Saint-Denis, elle peut se réunir, décider, faire une petite cartographie des sites, des entreprises qu'il y a autour d'elle et de se dire... à 17h on va là, à 19h on va là, on va devant le collège, on va devant le lycée, on va aller discuter avec les profs, on va discuter avec machin, avec les hospitaliers, etc. On fait le tour de toutes les popotes du mouvement ouvrier organisé pour faire en sorte que le 18 on soit liés. Et ça les amis, je vous assure, c'est quelque chose qui peut donner beaucoup de force et qui permettrait aussi de dynamiser, de montrer qu'en réalité le 10 est en train de se joindre réellement au 18 septembre. Super. Bah, écoute, tu as donné beaucoup de clés stratégiques. Elsa, un petit peu dans le même sens, mais j'ai envie de dire aussi de ton point de vue, parce que ces derniers jours, tu as réuni des avocates et des avocats. Donc, c'est pas pour te dire de parler juste de ça, Non, mais à la fois de la stratégie du mouvement, mais aussi la question de la répression, comment on s'y prépare, comment on s'organise. Parce qu'on sait que c'est aussi un élément, un obstacle et un enjeu qu'il va falloir affronter, quoi. Ouais, bah non, mais par ailleurs, je pense que bon, pour prendre le problème autrement, mais moi, la manière de préparer le 18, moi, je rejoins beaucoup ce que disait Anas, et peut-être pour dire un élément, nous, on a fait une réunion autour de la question du 10 et on a réuni, je sais pas, mais je pense qu'on était plus de 60 avocats partout en France, et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait évidemment la question, bon, j'y reviendrai, de comment on s'organise face à la répression et tout, mais dans le sens du mouvement politique qu'on décrit, il y avait aussi pas mal de revendications qui émergent, parce que moi, je parlais beaucoup de la question de Retailleau et des offensives xénophobes, de la place des CSP dans ce mouvement, que je trouve un atout important, etc. Mais par exemple, tu as beaucoup d'avocats. Bon, c'est un petit secteur, évidemment, mais je veux dire qu'ils sont un peu le produit aussi de cette génération politique, qui ont décidé d'être avocats parce qu'en fait, ils veulent défendre les travailleurs, les travailleuses, les étrangers, les victimes de violences policières, les manifestants, etc. Et qui, en fait, sont face à une alternative où c'est soit ils se politisent, soit ils se démoralisent, quoi. Parce qu'il y a beaucoup d'avocates qui disent, mais aujourd'hui, faire du droit des étrangers, moi, je discutais avec une consoeur qui me disait, mais tu ne peux pas gagner au tribunal, c'est pas possible. Je veux dire, tu te butes à ça, tu contestes des OQTF toute la journée, tu essaies de faire naturaliser des gens. Et elle disait, mais ça fait... elle se demandait si ça faisait pas 1 an qu'elle n'avait pas gagné un recours. Alors qu'elle y met une énergie et une passion énorme. Et en fait, c'est ce type aussi de bilan et d'expérience face à l'intransigeance du régime qui font que ce mouvement, il a vocation à organiser très très largement et effectivement à faire en sorte que les AG, ce soit des vrais lieux de construction du mouvement avec exactement ce que tu disais, mais qui permettent de discuter à fond de revendications et pour de vrai, et à les mettre au cœur en fait de cette question-là. Et de ce point de vue, sur la question de la répression, alors évidemment, moi comme d'autres collectifs d'avocats, on se rend tout le temps disponible, tous les jours de manifestation, et là je sais qu'on continue encore à être appelés, c'est pour ça que je suis un peu stressée de ne pas avoir pu répondre au téléphone, parce qu'en fait on est désigné tout le temps pour les gens qui se font interpeller par centaines, et je pense qu'on peut encore saluer Romane qui est encore au commissariat et qui dit qu'elle ne sortira pas avant 4 heures. J'espère qu'elle m'entend parce que je sais qu'elle a envoyé une photo du commissariat et qu'elle est en train de regarder en attendant son audition. Mais donc évidemment, nous on fait partie de ces avocats qui se rendent disponibles pour intervenir, et encore une fois, on n'est pas les seuls, il y en a beaucoup. Mais je pense que c'est pas que ça.
Bon, et puis évidemment, vous pouvez voir des conseils anti-répression qu'il faut maîtriser. C'est aussi une petite accumulation du mouvement au fur et à mesure des 10 dernières années, quoi, de 2016 à aujourd'hui. Et puis avec le durcissement du régime, parce que manifester aujourd'hui, en fait, c'est pas la même chose que manifester en 2016. Effectivement, les Gilets jaunes sont passés par là aussi sur ce terrain-là. Enfin, avant Naël, il y a eu Naël, évidemment, qui a été une boucherie pénale abominable. Mais les Gilets jaunes, quand on y repense, moi, j'étais pas encore avocate, mais ça a été une boucherie pénale. Enfin, et il y a eu des prisonniers politiques à l'échelle la plus large qu'on a connue depuis, je pense, un certain temps. C'était les Gilets jaunes, quoi, qui étaient incarcérés par dizaines et dizaines, et comme les révoltes de Naël. Et je pense que de ce point de vue, on va voir comment ça évolue, mais que la manière de lutter contre la répression, elle est aussi politique, et c'est aussi politiser les questions judiciaires. Et de ce point de vue, ça veut aussi dire, par exemple, se rendre aux audiences, en faire un enjeu fondamental, généraliser la pratique des rassemblements devant les commissariats, faire en sorte que dès le début, le régime comprenne que c'est un facteur aussi de radicalisation politique et de mise en mouvement de secteurs importants. Je pense que c'est très important aussi que les travailleurs aient ce type de réflexe, de montrer qu'en fait, ils ne laissent pas des lycéens ou des étudiants se faire défoncer ou aller en garde à vue ou se faire déférer, parce qu'en fait, c'est aussi avec de la même manière que on dit ok, tu vas faire une grève générale politique, tu fais pas tomber la 5e République. Ça dépend de quoi on parle, parce qu'une grève générale politique, c'est aussi ça. C'est aussi une grève qui prend en charge tous les besoins du mouvement, et y compris ses besoins vitaux et ses besoins de résistance, d'auto-organisation sur ces questions-là. Et je pense que nous, quand on dit qu'on est des avocats, c'est pas juste pour s'occuper des questions judiciaires, mais c'est pour participer à démocratiser ce type de problème, à révéler en fait aux yeux du monde ce que c'est qu'une salle de comparution immédiate, parce que les audiences sont publiques, mais je pense que les gens ne se rendent pas compte. Moi, même en étant avocate, les premières comparutions immédiates, que je suis souvent de permanence pénale à Bobigny et tout ça, quand on est en comparution immédiate, mais les gens qui y vont restent sans voix. On passe son temps à juger des SDF, des fous, qu'on enferme en prison, et c'est complètement banalisé, complètement normal. Et en fait, l'État, c'est une machine à broyer à la fois le corps social en fait qui les dérange, mais aussi évidemment les mobilisations politiques et les mouvements de contestation, encore plus quand il n'y a pas d'interlocuteur et d'organisation qui est à même de canaliser. Et bon, c'est pour ça que je pense qu'un des acquis aussi de cette séquence-là, qu'on doit porter avec nous aujourd'hui, c'est non seulement les réflexes un peu immédiats, mais c'est une conscience aiguë de quand les Gilets jaunes se font réprimer, que ce soit, je sais pas, quand des gens ont été envoyés en prison, au-delà d'avoir perdu des yeux et d'avoir été mutilés, etc., il y a eu des prisonniers politiques. Il aurait fallu qu'il y ait une grande campagne pour l'amnistie de tous les Gilets jaunes, la même chose pour les révoltes de Naël. Et aujourd'hui, pour moi, il faut être très, très, très vif. Et il faudrait qu'il y ait des rassemblements devant tous les commissariats. Et il faudrait que les militants du mouvement, les âgés, expliquent que s'il y a des gens enfermés, s'il y a des gens poursuivis, s'il y a des gens condamnés, on va se battre en fait pour ne relaxer pas juste parce qu'ils ont des avocats dévoués, mais parce qu'en fait c'est une tâche du mouvement, et que ça aussi, il faut le travailler dans les assemblées générales, quoi. Merci beaucoup. Écoutez, moi pour rebondir, non, mais je voulais juste dire quelques mots, puisque j'ai écrit un article sur le mouvement hier, qu'on a sorti hier soir, que j'invite tout le monde à lire, et qui allait évidemment dans le même sens que les réflexions de Anas, Elsa aussi, mais je veux dire surtout les choses que développait Anas, qui sont les choses qu'on est en train d'essayer de réfléchir et de discuter à l'intérieur de Révolution Permanente. C'est-à-dire comment faire pour transformer les âgés du mouvement en des sortes de comités d'action pour la grève générale, c'est-à-dire de donner une perspective stratégique claire au mouvement, qui permettent aussi de donner une perspective stratégique claire à la question du 18 septembre. Et comme l'a dit Anas, c'est pas gagné d'avance. Il va y avoir des forces qui vont s'opposer à ça. Mais si on arrive à aller dans cette direction, c'est évident qu'on peut commencer à construire quelque chose qui est véritablement la synthèse des bilans des dernières expériences de la lutte de classe en France. Et je voulais juste insister en conclusion sur le fait que ça implique vraiment de poursuivre d'une certaine manière ce qu'il y a de plus progressiste dans le mouvement, c'est l'envie de faire de la politique par en bas. Exactement. De considérer qu'il faut arracher nos revendications par nos propres méthodes, qu'il n'y a pas besoin de se contenter de quémander des choses aux institutions, que ce soit au travers des syndicats, que ce soit au travers d'une logique qui est basée uniquement sur les élections, mais que quand les organisations du mouvement ouvrier, quand les travailleurs, la jeunesse, ils se mettent en lutte, ils peuvent directement, par leur propre force,
aller arracher des choses. Et ça implique aussi d'avoir un programme offensif qui permette de répondre aux différents problèmes de la situation. Les questions sociales, on n'a pas énormément parlé, mais je veux dire, il y a une haine des riches. Mais aujourd'hui, ils cherchent à la canaliser en nous parlant de taxes sur les riches. Je pense qu'il faut discuter que oui, je veux dire, si on n'exproprie pas à un moment les classes dominantes, bon, déjà, on arrivera difficilement à leur arracher plus d'impôts. Mais en plus, même si on leur arrache un peu plus d'impôts, ce sera toujours une fraction infinitésimale de ce qu'ils volent au quotidien aux travailleurs et ce qu'ils extraient sur notre dos. Il faut évidemment revendiquer l'abrogation de la réforme des retraites, la retraite à 60 ans, une augmentation de tous les salaires, qui est une revendication élémentaire, mais c'est presque un truc de survie. Et sur le terrain démocratique, bon, c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup, mais qui me semble très important. C'est-à-dire si on ne discute pas de revendications démocratiques, alors implicitement, ce qu'on dit, c'est que la seule manière de résoudre la crise politique, c'est au travers du cadre institutionnel tel qu'il existe, quoi. Et effectivement, moi je pense qu'on peut faire tomber un régime par la rue et on peut aussi revendiquer des choses plus ambitieuses que ce qui est proposé, y compris le plus à gauche de ce qui existe dans le paysage institutionnel, même en se situant encore dans le cadre je veux dire, de la société telle qu'elle est, parce que nous, on est pour le communisme et la révolution, et donc, effectivement, ça passe pas par des formes de régime avec des parlements, etc. Mais si on lutte dans le cadre de ce régime, et si on lutte sérieusement, bah oui, il faut demander des choses qui vont beaucoup plus loin que ce qui est proposé aujourd'hui. C'est pour ça qu'on défend cette revendication de l'Assemblée unique, d'en finir avec la Ve République, avec les présidents de la République, avec les Sénats, avec les élus payés 7 000 €, etc. Ce sont des questions importantes. La révocabilité, qui sont des questions importantes et qui existent en plus aujourd'hui dans la tête de tout un tas de secteurs. On l'a vu, cet imaginaire comme il est fort chez les Gilets jaunes, chez un certain nombre de secteurs pendant la bataille des retraites. Et il faut continuer à discuter tout ça, à porter tout ça. Et voilà. Et ce que je vous propose, c'est de conclure. Malheureusement, je m'octroie moi-même la conclusion. Je suis vraiment désolé, mais je vois qu'on dépasse les minuit et quart. Et en même temps, il n'y a plus de métro. On aura d'autres occasions de discuter. Et du coup, bah, voilà, vous avez été jusqu'à plus de 1000 à nous suivre en direct sur les différentes plateformes. Merci énormément. Merci beaucoup à Rob Grams de Frustration. Allez suivre Frustration Magazine. Allez suivre Frustration, follow, leur réseau, de la force. le site internet. Et on aura l'occasion, je pense, de refaire des émissions, de refaire des discussions. Merci à mes 2 camarades qui ont passé une journée hyper intense et qui étaient là déter pour faire cette émission. Merci à toute l'équipe technique, à Carole, à Lucie qui l'accompagne ce soir, à tous les camarades qui sont en backup, qui font la modération, qui ont fait le suivi et la couverture toute la journée. On continue le 18 et avant, on sera dans toutes les AG. On va continuer à défendre une stratégie pour le mouvement. Un programme beaucoup plus radical que le plus radical de ce qu'on nous propose aujourd'hui. Et donc voilà, suivez-nous, nous aussi sur nos réseaux. N'hésitez pas à faire un don si vous voulez soutenir l'émission et tous les types de contenus qu'on propose. Vous avez peut-être vu la carte de la mobilisation qu'on a produite hier. Vous avez peut-être vu les correspondances, la couverture, etc. On a besoin de votre soutien, on a besoin de votre aide. Abonnez-vous, continuez à nous suivre et puis on vous tient très rapidement au courant de la suite. Et engagez-vous dans les AG, les amis. C'est pas des Twitch blabla, etc. C'est-à-dire qu'on met de l'énergie, les amis. J'ai le même t-shirt depuis ce matin, j'en peux plus. Non, mais on s'engage à fond. C'est-à-dire qu'on n'est pas, il y a pas de salariés ici. On vient vous parler, pas juste pour vous raconter. On n'est pas des éditorialistes de BFM TV où il y a un bifton qui tombe et on vient vous parler de l'eau chaude. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on vient discuter avec vous, on vient vous convaincre aussi de choses, pas juste vous apporter de l'analyse. Donc moi je vous invite toutes et tous, vous avez
vu ce live, on va le mettre, il va être sur YouTube et vous allez pouvoir aussi le faire tourner, le re-regarder s'il y a des choses qui vous n'avez pas pu capter parce qu'à un moment donné vous étiez sur des tâches chez vous, quoi que ce soit. Mais faites en sorte, les amis, de vous engager dans les assemblées générales autour de vous. Vous voyez déjà comment c'est précieux que dans le chat on nous fasse des retours de ce qui est en train de se passer à droite et à gauche, etc. Moi, mon souhait, c'est que ça soit pas juste des émissions d'analyse et de discussion, etc. et on se donne 2-3 conseils, mais que ça soit un chat organisé, coordonné de gens qui sont dans toutes les AG, même qu'on puisse commencer. Il faut utiliser Twitch comme un outil révolutionnaire, les amis. Il y a de la merde sur les réseaux sociaux différents, etc. Mais il peut y avoir aussi une capacité à faire énormément de choses. Et moi, je me dis que si parmi les 1000 qu'a cité Paul, ne serait-ce que les 2 tiers, ou même 1/3 d'entre eux, 300 se mettent dans des assemblées générales, je vous assure déjà, ça c'est concret. Ça c'est concret, ça permet de commencer à faire ces comités d'action, de commencer à réellement peser et pouvoir avancer et obtenir la victoire. Parce qu'au final, les amis, c'est ça ce dont on rêve, c'est de battre ce gouvernement, battre cette bourgeoisie en fait qui nous met tellement la tête dans la merde. Pour moi, c'est primordial et il faut mettre cette énergie-là. Parce qu'après, parfois c'est trop tard. Et parfois c'est la désillusion, et parfois c'est l'accélération et l'arrivée de l'extrême droite. Et il faut voir aussi ça. Il faut être conscient de ce qui peut nous arriver parmi les pires choses. Et donc, tant qu'on a l'énergie, tant qu'on a la déterre et qu'on est capable de faire des choses, engagez-vous les amis. Merci.